j'ai accès à des informations que je peux révéler ici. Mais vous ne pouvez même pas imaginer le nombre d'attaques qui ont été déjouées par notre pays, par la Côte d'Ivoire, à travers son système de renseignement, qui est aujourd'hui extrêmement doté et typé. C'est vrai qu'il n'y a pas de sécurité, d'insécurité zéro. Même les pays les plus puissants en renseignement, Israël, qui est l'un des plus puissants en termes de renseignement, a subi une attaque terrible où près de 2000 citoyens israéliens ont été massacrés en une nuit. Donc, il n'y a pas d'insécurité zéro. Tous les pays sont fragiles par rapport à ces bandits-là. Mais au moins, les États arrivent à déjouer au moins 9 sur 10. C'est ça le plus important. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas fait de deal avec des bandits. Le député ivoirien à Salé parle de l'état de la Côte d'Ivoire. J'aimerais vous présenter dans cette vidéo. Mais ce qui m'a un peu marqué, c'est vrai que c'est un journaliste quand même d'investigation. Il a osé en même temps essayer de conseiller, ou bien il a conseillé au fait les États du Sahel, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali, que la méthode qu'ils sont en train d'utiliser pour combattre le terrorisme est vouée à l'échec en fait. Donc, pour lui, la meilleure méthode c'est de suivre la Côte d'Ivoire. Il a proposé comment faire. Mais est-ce que la réalité du pays du Sahel, ou bien la réalité ivoirienne peut s'appliquer sur les pays du Sahel? Pour avoir la paix, la Côte d'Ivoire a investi dans la lutte contre la pauvreté, dans le retard de développement dans cette zone-là, et la Côte d'Ivoire a investi dans la formation des hommes. Si vous voyez qu'aujourd'hui, l'école de lutte contre ces bandits-là est installée en Côte d'Ivoire, c'est des partenaires internationaux avec la Côte d'Ivoire collaborent, la Chine, les États-Unis, la France, l'Allemagne, tous ces pays-là collaborent à lutter contre ce phénomène-là à partir de la Côte d'Ivoire. Les États n'ont que des intérêts. Ils n'ont pas d'amis. On est tous d'accord. Et donc, devant ce genre de phénomène-là, c'est dans la collaboration, c'est dans la coopération que les États peuvent s'en sortir. Et donc, pour finir avec votre question, la Côte d'Ivoire n'a pas discuté avec qui que ce soit. La Côte d'Ivoire n'a pas fait de choses, de deal avec des bandits pour avoir la paix au nord de son territoire. La Côte d'Ivoire a utilisé les moyens que tous les pays qui ont été confrontés à ce système-là ont utilisé pour se sécuriser son territoire. C'est pour ça que j'ai dit, le Burkina, le Mali et le Niger n'ont pas intérêt à agir individuellement face à ce phénomène. Il y a deux choses à prendre en compte. La coopération transnationale et la cohésion interne. Si vous n'avez pas la coopération transnationale, vous êtes les yeux fermés. Ce qu'il dit, c'est bien. Mais sincèrement, concernant la réalité politique dans le pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, est-ce que ces personnes peuvent utiliser cette relation de transnationale? Parce que les personnes qui dirigent les pays transnationaux, cette relation-là, ce sont apparemment ces mêmes personnes qui sèment la terreur au Sahel. Et en plus de ça, si vous n'avez pas la coopération, la cohésion interne, là, le pays est vraiment en danger. Donc, je ne connais pas les méthodes que Blaise Compaoré a utilisées pour maintenir pendant des années la paix dans son pays. J'ai pas travaillé sur le dossier, mais je pense que beaucoup l'évoquent. Il aurait négocié, il aurait fait des choses. Ça, mais comme je l'ai dit là, quand vous regardez, je prends deux films, 24 heures chrono. Je pense que tout le monde a vu ce film-là qui paraît sur le canal. Et vous voyez comment les chefs d'État, enfin dans le film, je veux dire, les chefs d'État dans le film des États-Unis, comment parfois ils accordaient l'immunité à des gens qui ont massacré des Américains pour pouvoir avoir une information et exploiter pour aller atteindre un objectif. Or, je pose une autre question. Est-ce que la réalité des Occidentaux peuvent également s'appliquer en Afrique, plus particulièrement dans les pays du Sahel? Parce qu'il y a une chose que le député, monsieur l'investigateur, n'a pas compris. Les conseils qu'il donne, c'est bien, hein, c'est bien. Dans un autre contexte, c'est un très bon conseil, au fait. Mais vu la réalité actuelle des pays du Sahel, est-ce que cette chose
peut-elle être appliquée pour avoir la paix? Parce que la personne que ces journalistes d'investigation demandent au président du Sahel de traiter avec eux, ces personnes-là, apparemment, ce sont ces personnes qui soutiennent les terroristes. Comment doit-on faire une alliance avec ces mêmes personnes qui financent la déstabilisation de leur pays? Vous essayez un peu de comprendre où est-ce que je vais en venir. C'est pas ce qu'il dit n'est pas bien, hein. C'est bien. Mais est-ce qu'on peut appliquer la même chose, ce qui se passe dans d'autres pays, nettement et strictement? On applique la même chose pour éradiquer le terrorisme au Sahel. L'État fonctionne comme ça. Pour ce qui concerne leur sécurité, pour ce qui concerne la sécurité de leur peuple, les États sont toujours dans la possibilité d'agir autrement que dans les canaux normaux. Vous voyez? Donc, on ne dit pas que les gens doivent aller négocier avec des bandits qui massacrent femmes et enfants indistinctement. On dit à partir du moment où ceux qui attaquent, comme le président Boutnabé même l'a dit, 85% sont des nationaux burkinabés. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Quelles sont les raisons qui les motivent à agir ainsi? Quand on prend 1 ou 2, 3, 4, 10, 20, on les emprisonne là, on ne peut pas les massacrer. On doit les écouter, faire des rapports, faire des analyses, et puis voir comment on peut exploiter les motivations qui les ont poussés à agir contre leur nation pour en décourager le maximum et réduire les rangs des bandits. Ici, je suis d'accord avec lui, en fait. Si on parvient, en fait, parce qu'il y a une condition, lorsqu'on part pour chasser ces personnes, ces terroristes, ces bandits-là, parce qu'il y a des moments où ces bandits ne donnent pas l'occasion aux forces armées de les appréhender. C'est soit ils explosent, vous connaissez comment est-ce qu'ils ont leur idéal, en fait. On peut pas, c'est soit ils explosent, c'est soit ils tuent les forces armées. Ils ne se rendent pas juste comme ça sans combattre. Et s'il y a le combat sur le terrain, c'est difficile d'appréhender des personnes pour exploiter les informations. Mais dans le cas où on parvient à ce que les gens là veulent coopérer, bon, on les arrête. Les tuer quand même, c'est pas bien. C'est mieux quand même, comme il a dit, ces députés d'investigation, exploiter les moindres, n'est-ce pas, détails, afin de couper le truc à la racine. Là, je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà comment l'État fonctionne. Mais si vous dites, le tout guerrier, on va payer des armes, on va les combattre, mais les armes que vous payez là, les hélicoptères, les drones là. Vous voyez, la France, quand la France était dans le Sahel, parfois, elle faisait des opérations, mais elle n'attaquait pas des colonnes de bandits. Parce que les missiles coûtent effectivement cher. Vous ne pouvez pas utiliser un missile qui coûte 50 millions pour tirer sur une moto. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Ici, je ne suis pas d'accord avec ces journalistes. Parce que la France était au Sahel et qu'ils n'utilisaient pas ces choses parce que, vous savez, la France était au Sahel. Il n'y avait pas ces gens d'attaque qui vivent actuellement les pays du Sahel. C'est après que ces pays ont demandé le départ et la fermeture ou bien les fermetures des ambassades que ces attaques ont débuté, à changer d'ampleur en fait. C'est devenu maximal. Donc du coup, pourquoi la France connaissait bien les positions des terroristes, les attaquait pas, ne les attaquait pas? Est-ce qu'ils voulaient juste les têtes? Pourquoi? Si c'est pas la France qui finançait ces terroristes en fait. Et comment se fait-il qu'après directement à leur départ, le phénomène du terrorisme s'est amplifié dans la zone du Sahel? Là, je suis pas d'accord avec lui en fait. Lorsqu'on connaît les terroristes, on sait où ils se trouvent. On doit les neutraliser ou bien les appréhender. Mais on le laisse comme ça. On dit qu'on cherche seulement le chef. On peut arrêter le petit pour nous amener au chef. Là, je suis d'accord. Mais la méthode qu'utilisait la France, alors que la France avait tous les moyens nécessaires pour éradiquer ces personnes, ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire quelque chose que la France, en quelque sorte, était des mèches avec ces groupes-là. Et dans quel but quelqu'un va se poser la question de maintenir l'insécurité dans la zone? Par exemple, au nord du Burkina, au nord du Mali, les zones là où il y a un peu de gisement de pétrole, l'or, l'uranium, des choses comme ça, on maintient l'insécurité pour pousser beaucoup de personnes à se déplacer et que la région soit inhabitable. Ça va permettre donc à ces multinationales de bien exploiter et bien voler les ressources en fait. Ils exploitent des renseignements et ils cherchent les donneurs d'ordre, les chefs.
C'est pour eux qu'on paye les missiles. Et c'est eux qu'on élimine. Quand vous éliminez les chefs, vous désorganisez le système d'ordre. Mais pour atteindre les chefs, il faut d'abord arrêter les petits, au fait. Parce que c'est les petits qui savent où se trouvent les chefs. Si on laisse les petits, on va trouver les chefs comment? Là, je ne suis pas d'accord avec le député. Je ne suis pas d'accord. C'est le plus efficace. Mais si vous payez des drones, vous payez des hélicoptères, vous payez les chars, mais vous n'avez pas une armée en face. Des gens qui sont dans le marché avec vous. Ils sont dans les blancs avec vous. Ils mangent dans le même match avec vous. Ils mangent dans le même restaurant avec vous. Comment vous pouvez les combattre avec des drones, avec des chars ou bien des hélicoptères? C'est pas possible. Donc c'est le renseignement qui est l'arme fatale contre ces bandits-là. Voilà, cher ami. Il y a quelque chose que ce député il a oublié de relever. Pendant que les terroristes qui disent qu'ils vivent dans les marchés avec les Burkinabés, les Maliens, les trucs, au marché, que les forces armées ne devraient pas les attaquer, pendant ce temps, que font ces personnes? N'est-ce pas s'ils rentrent dans ces marchés, ils font exploser le marché, ils font exploser les aéroports, ils sèment les chaos, brûlent les maisons, violent des enfants. Donc, pour ces journalistes, il y a des terroristes et des terroristes, en fait. On voit ces personnes faire, on ne fait rien. Donc, on essaie de les combattre. Quelqu'un qui utilise les armes de dernière génération, des armes sophistiquées, envoyées par les Occidentaux, ces rebelles qui disent qu'ils ont des petits là, ils ont des drones également. Vous dites qu'il faut laisser les drones, laisser les hélicoptères, aller combattre avec, juste comme ça, essayer de les arrêter. Eux, ils ne vont pas essayer d'arrêter les forces armées maliennes ou bien burkinabés, non. Ils vont plutôt chercher à exterminer ces gens, les bombarder, les assassiner tous, au fait, et prendre le contrôle du pays, que ce soit le Mali, le Burkina Faso et le truc. Donc ici, c'est pour cela que j'ai posé la question au début de la vidéo. Est-ce que la réalité ivoirienne peut-elle s'appliquer sur d'autres pays, sur les pays du Sahel actuellement, avec les problèmes qu'ils ont?